Dites-moi, ça fait longtemps, enfin ça fait une semaine, beaucoup trop longtemps. Voilà, faut plus jamais faire ça. Bonsoir Yoyoud, bienvenue dans ce 3e épisode d'Histoire Vraie. Vous avez tous déjà vu ce film ou entendu cette petite musique. Voilà, qu'on utilise maintenant aujourd'hui un peu pour tout et n'importe quoi. Dès l'instant que la vidéo commence à faire un petit peu peur, on l'utilise beaucoup. Faut arrêter de faire ça, parce qu'on l'a trop entendu. Voilà, ne faites plus ça. Refais-le! Ce film a été traumatisant pour beaucoup, l'histoire d'une jeune ado de 13 ans, Regan, qui va se sentir de plus en plus bizarre, jusqu'à changer d'apparence et cracher tout un tas d'obscénités. Baise-moi! Alors des scènes cultes, la scène de l'escalier, la scène où elle tourne sa tête là sur son axe, en 360, voilà, ça c'est des choses qui ont inspiré après plein d'autres films, même des films comiques, c'est vraiment rentré dans la culture générale, la culture G quoi. On est sur une icône du cinéma, voilà, qui a inspiré plein d'autres longs métrages, plein d'autres films dans le même genre. Voilà, après il y a eu tout un tas de films avec l'exorcisme dedans, l'exorcisme de la patate chaude, l'exorciste de Sarah Bangler, peut-être pas trop sûr de mes sources là, on va se calmer, mais surtout quelques suites assez mauvaises, il faut le dire, l'exorciste 2, l'hérétique et l'exorciste 3, des gros nanars. Sauf que le premier film a fait beaucoup de recettes et que du coup les gars se sont dit ouh il y a peut-être un petit billet ou deux à se faire supplémentaire là, allez on tire un peu la couenne. Mais le premier est bien fait, il est bien réalisé, même s'il commence à dater un petit peu. Je sais pas si on pourrait refaire aujourd'hui en 2021 ce genre de film pour une raison assez logique. C'est quand même effroyable d'entendre de la bouche d'une enfant ce genre de mots. Ce genre d'obscénité. Je sais pas si ça passerait aujourd'hui de faire ce genre de choses. C'est effectivement cet enfant Regan qui est possédé par une entité malveillante. Elle restera au centre de l'intrigue et verra s'activer autour d'elle plusieurs personnages qui tenteront tout pour la sauver. Ça va passer des médecins standards, par des psychologues, ses propres parents, et pour terminer, l'aide d'un, voire même deux exorcistes. Il y a l'exorciste qui est accompagné de pasteurs stagiaires, j'en sais rien, moi, un apprenti. Donc moi, je l'ai vu pour la première fois il y a 3 ans, donc bien après sa sortie. Ah, ça m'a pas laissé inerte, Ouais, j'y repensais après toute la journée, même toute la semaine, je me dis, putain, quand même. Donc j'imagine pour l'époque, ça a dû traumatiser pas mal de monde. Maintenant, saviez-vous les amis, que ce long métrage est tiré d'une histoire vraie? Ça, je le savais pas. Maintenant, je le sais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le film est tiré d'un roman écrit par un journaliste. En effet, ce journaliste avait bossé sur une affaire complètement similaire en 1949 et a décidé, tellement l'histoire était dingue, d'en écrire un bouquin. Bien, le film est tiré de ce bouquin. Dans l'histoire vraie, il ne s'agit pas d'une ado, mais d'un adolescent, Robbie Mannheim. Ce garçon de 14 ans a été très proche de sa tante, et donc lorsqu'elle mourut, il a complètement pété les plombs. Il s'est complètement isolé dans sa chambre, vraiment fermé à double tour, et a essayé de communiquer avec sa défunte tante à l'aide de tout un tas de mécanismes, de dispositifs, comme la Ouija, la fameuse Ouija. S'il ne parvient pas à rentrer en contact avec elle, il va ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Des petits bruits de grattement commencent à envahir tous les murs de la maison, mais principalement les murs du jeune garçon. Donc en toute logique, les parents appellent des dératiseurs, c'est ce qu'on fait quand ça gratte dans les murs. Dératiseurs. Les buteurs de rats ne trouvent rien, et ça n'empêche pas les grattements et d'autres phénomènes persister, voire empirer. À un moment donné, chez eux, ils ont un portrait du Christ, en dessin, et il va se mettre à claquer contre le mur tout seul. Ça commence à devenir encore de plus en plus dingue, au niveau des murs, mais aussi au niveau des meubles qui commencent à bouger tout seul, à vibrer, et tout ça se localise de plus en plus dans la chambre de Robbie. C'est pas tout, parce qu'en plus de ces phénomènes dans la maison, Robbie lui-même change aussi de comportement. Il devient beaucoup plus sombre, il a un regard malsain et il commence à avoir des ecchymoses un peu partout sur son corps. Pareil comme dans le film, il se pisse dessus, je sais pas pourquoi j'ai accentué pisse dessus, le cochon. On l'emmène donc naturellement voir des médecins, des psychologues, aucun d'entre eux n'arrivera à comprendre ce qui se passe chez Robbie. On va donc se mettre un petit peu à penser au paranormal quoi, à un moment donné il reste plus que ça. Le pasteur de la ville va venir voir Robbie pour constater les faits et va du coup bien constater ce qui se passe chez lui, et accepter de l'héberger. Lors de cet hébergement, pareil, chez le pasteur, les meubles vont se déplacer tout seuls. Oh, c'est lui que j'aurais dû contacter pour le déménagement, je suis con moi. Il n'y a plus aucun doute pour lui, le garçon est possédé par une force malveillante, comme dans le film. Film qui n'existe pas encore, justement, c'est basé sur l'histoire que je suis en train de vous raconter. Il va donc tenter un premier exorcisme et va lamentablement échoué. Ce cas a l'air d'être bien au-dessus de ses compétences. Le pasteur va donc confier Robbie au prêtre Hugues. Hugues comme Hugues, quoi. C'est
Hugues. Père Hugues, qui a donc plus d'expérience dans ce domaine, ne va pas attendre de voir sa table basse faire du hip-hop pour comprendre que l'enfant est bien possédé du cul. Il le discerne dès le premier regard posé sur lui. Il n'y a pas de temps à perdre, le prêtre va commencer un exorcisme qui, là aussi, va échouer, mais va en plus de ça énerver la potentielle entité dans le corps du gamin. Robbie se met à cracher, insulter, hurle, à s'en faire péter le gosier. Le prêtre continue, il lâche rien, vraiment, il veut vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire et il va, du coup, essayer de bénir le garçon en récitant des prières, en lui passant de l'eau bénite, tout ça, pendant 3 nuits. Imagine le niveau de fatigue, quoi. C'est vraiment pour lui une épreuve interminable psychologiquement et même physiquement, ça lui pompe toutes ses ressources. Le gamin est attaché, hein, il se débat, il a l'air extrêmement agressif, extrêmement violent. C'est-à-dire que l'entité dans le gamin décuple ses forces, il arrive à se défaire de ses liens et attaque le prêtre Hugues. C'est là que le prêtre abandonne et dit qu'il a vraiment été au bout de ce qu'il pouvait faire, en sort avec quelques blessures et ramène Robbie, malheureusement, chez lui. Et comme dans le film, ça ne fait qu'empirer, l'état de Robbie va se détériorer. L'enfant est méconnaissable, hein, comme dans le film, il hurle des grossièretés, va jusqu'à attaquer ses propres parents. Et à un moment donné, un truc chelou se passe sur le corps de Robbie. Il y a les mots Saint-Louis qui apparaissent sur sa peau. La mère se dit, ok, Saint-Louis, c'est une ville, on y va. Ils sont désespérés, ils sont prêts à tout tenter, donc direction Saint-Louis. Arrivés à Saint-Louis, ils vont l'amener devant d'autres médecins, devant d'autres psychologues, ça va rien faire. Du coup, on va direction l'église de Saint-Louis pour expliquer un petit peu le problème. Et du coup, c'est pas 1, mais 3 prêtres qui vont se charger de Robbie. Voilà, c'est un peu les Avengers catholiques, quoi. Et donc ils vont continuer ce qu'a commencé le prêtre Hugues, sauf qu'ils vont pas le faire sur 3 nuits, mais sur, tenez-vous bien les amis, 3 fucking semaines. Les 3 prêtres Avengers vont pratiquer ces rituels du coup pendant ces 3 semaines, en terminant par un exorcisme et un baptême de l'enfant. Et là, enfin, ça marche toujours pas. Non, toujours pas, rien à faire. Encore un échec, voilà, on est encore sur un échec. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah c'est très simple. Retourne chez toi petit. Retourne chez toi, tous ces efforts mis en place n'ont servi absolument à rien du tout. C'est échec sur échec. Donc l'enfant rentre chez lui et c'est abominable, chaque jour est un combat pour les parents. Ils veulent pas non plus le placer dans un centre, un institut ou quoi que ce soit parce que tant qu'ils savent pas exactement ce qu'il a, ils veulent le garder, ils veulent vraiment s'occuper de lui, hein, c'est leur enfant. Donc le combat continue chaque jour et là, quelques jours après avoir vu les prêtres finalement, l'enfant prononce cette phrase. « Satan, je suis Saint Michel et je vous ordonne de quitter mon corps maintenant. » Et là, tout d'un coup, son apparence redevient sienne. Tout rentre à la normale. Le seul petit truc, c'est qu'il se rappelle pas du tout des 3 derniers mois passés. Oui, parce que ce calvaire a duré 3 mois. Et il a mené par la suite une vie tout à fait classique. Pas re-eu de manifestations paranormales autour de lui. Juste ces 3 mois complètement fous. Suivi du coup par ce journaliste qui a écrit tout d'abord un article pour en faire un livre. Et du coup c'est chelou parce qu'à en croire sa phrase, ça voudrait dire que c'est Satan qui était en lui, pas juste une entité négative, lambda, un démon. Non, c'est le diable lui-même qui serait du coup entré dans le corps de Robbie. C'est assez effrayant. Du coup on est sur un témoignage écrit maintenant. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi je suis pas là pour vous dire si j'y crois ou non, je suis là pour vous raconter les faits et vous expliquer d'où vient ce film. Ça n'a pas été juste écrit comme ça quoi, il y a eu, bien sûr ça a été complètement... Les personnages ont été changés, ça a été romancé. Je pense pas que Robbie se soit retrouvé à faire l'araignée à l'envers comme ça dans l'escalier, ça m'étonnerait un peu. C'est dans l'essence de cette histoire que l'Exorciste est né. C'est tout pour l'Exorciste, dites-moi maintenant en commentaire s'il y a des films que vous voulez que je traite. Voilà, des histoires vraies, bien sûr. Hein. Le but du jeu, c'est que le film ait une histoire vraie derrière, bien sûr. C'est un petit peu le concept de la série, quoi. Voilà, petite parenthèse sur ce fin d'épisode pour dire que c'est la dernière vidéo que je tourne ici. Voilà, c'est la toute dernière vidéo filmée ici en 3 ans. Il y en a eu quand même quelques-unes, hein, que ce soit sur la chaîne principale, la chaîne secondaire, les différents autres réseaux, hein, maintenant, notamment TikTok, Instagram, Facebook aussi, il y a un petit peu de vidéos faites, et bien sûr, sans compter le nombre de lives qui a été fait ici, on n'en parle même pas, quoi. Donc vous inquiétez pas, hein, le déménagement ne devrait pas trop freiner le rythme des vidéos, car je prépare un petit peu mes vidéos 2-3 semaines à l'avance, j'ai toujours un petit coup d'avance à chaque fois, ce qui me permet du coup, quand il y a ce genre de choses, d'anticiper, et pour vous, que vous sentiez pas le
le manque de vidéos, quoi. Et puis au moment où vous voyez cette vidéo, je suis déjà dans le nouveau logement. Si je dis pas de bêtises, je suis en train de préparer une nouvelle enquête paranormale dans un des endroits les plus chauds de Charente. Je vous en dis pas plus, hein, je sais même pas s'il y a eu de teaser ou quoi. Donc je me tais, je dis rien. Merci à tous ceux d'ailleurs qui sont devenus membres pour voir la dernière enquête. Il y a d'autres enquêtes qui arrivent du coup, hein. J'ai bien repris le rythme là depuis qu'on est déconfiné. Donc attendez-vous à avoir pas mal de contenu à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, youyout, bonne soirée et à la semaine prochaine, jeudi 18h, si t'avais pas retenu, hein. Drôle de coïncidence, voici le nombre d'abonnés que j'ai pile poil le jour où je tourne la vidéo sur l'exorciste. Donc pour changer ça, y a qu'une seule chose à faire les gars, abonne-toi.